Et si l'Europe était en train de perdre ses ailes, non pas à cause de la concurrence, mais de ses propres choix politiques? Depuis le printemps 2022, l'Union européenne fait face à une situation aéronautique sans précédent. En fermant son espace aérien aux compagnies russes pour sanctionner Moscou, l'UE pensait frapper fort, montrer son unité et sa détermination. Mais la réponse ne s'est pas fait attendre. La Russie a aussitôt interdit le survol de son territoire aux avions européens. Résultat, ce sont aujourd'hui les transporteurs européens qui paient le prix fort de cette guerre des airs. Imaginez, chaque vol entre l'Europe et l'Asie, autrefois direct, doit désormais contourner les 17 millions de kilomètres carrés du ciel russe. Cela représente 3 à 4 heures de vol supplémentaires, des détours par le Moyen-Orient ou le pôle Nord, et des coûts explosifs. Plus de 4 milliards d'euros de dépenses additionnelles en carburant pour les compagnies européennes depuis 2 ans. Les équipages travaillent plus longtemps, les plannings sont chamboulés, et les syndicats réclament évidemment des hausses de salaire pour compenser. Conséquence directe pour vous, passagers, les prix des billets vers l'Asie ont bondi de 40 à 60%. Et ce n'est pas fini. Pendant ce temps, les compagnies asiatiques, turques et du Golfe, elles, continuent de traverser la Sibérie sans encombre. Turkish Airlines a augmenté son trafic de 35% sur les routes Europe-Asie, les compagnies chinoises de 40%, et les transporteurs des Émirats ont aussi vu leur activité exploser. Les grands hubs européens, de Francfort à Paris en passant par Amsterdam ou Londres, perdent chaque jour du trafic et des connexions au profit d'Istanbul, Dubaï ou Pékin. L'Europe était le carrefour du monde, elle risque de n'en être qu'un point de passage secondaire. Ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. Ce sont des emplois menacés. Lufthansa prévoit déjà de supprimer jusqu'à 15 000 postes, Air France revoit sa carte des destinations et les faillites pourraient se multiplier si rien ne change. À force de vouloir sanctionner la Russie, l'Europe s'est-elle tiré une balle dans l'aile? Son secteur aérien, fragile, peut-il survivre à une telle pression? Voyons comment cette crise s'est installée et pourquoi elle menace tout un secteur. Tout a commencé par une décision politique en apparence symbolique, mais dont les conséquences se révèlent aujourd'hui catastrophiques. Retour en mars 2022. L'Union européenne, dans un élan de solidarité politique face à la guerre en Ukraine, décide de fermer son espace aérien à toutes les compagnies russes. À première vue, ce geste fort devait envoyer un signal clair à Moscou. L'Europe sanctionne, l'Europe isole. Mais la riposte ne se fait pas attendre. Dans la foulée, la Russie ferme à son tour son espace aérien aux transporteurs européens, ainsi qu'à ceux de tous les pays alliés des sanctions. Ce qui aurait pu n'être qu'un simple bras de fer diplomatique se transforme alors en bouleversement sans précédent pour l'aviation européenne. D'un jour à l'autre, toutes les liaisons Europe-Asie, qui traversaient traditionnellement le vaste territoire russe, doivent être repensées. Les compagnies comme Lufthansa, Air France KLM ou British Airways se retrouvent contraintes de détourner leurs vols, contournant la Sibérie par le nord ou par le sud. Au début, on parle d'un simple désagrément. Quelques heures de vol en plus, un peu plus de carburant, un surcoût à absorber. Mais très vite, la réalité frappe de plein fouet. Les temps de vol s'allongent, parfois de 3 à 4 heures sur les destinations vers la Chine, le Japon ou la Corée. Les équipages doivent être doublés, les escales se multiplient, la planification devient un casse-tête logistique. Et surtout, dans un contexte où les prix du kérosène s'envolent déjà, ces détours font exploser les coûts d'exploitation. Résultat, les billets d'avion pour l'Asie grimpent de 40 à 60%. Les voyageurs d'affaires et les touristes européens, frappés au portefeuille, cherchent des alternatives. Ils se tournent massivement vers les compagnies asiatiques, turques ou du Golfe, qui, elles, continuent d'emprunter les routes directes, passant par la Russie sans encombre. En coulisses, l'inquiétude monte chez les grands noms de l'aviation européenne. À l'automne 2023, la situation atteint un point critique. Les PDG de Lufthansa, Air France KLM, British Airways et d'autres se réunissent en urgence à Bruxelles. Leur constat est unanime. Sans accès au ciel russe, l'aviation européenne perd toute compétitivité sur le marché mondial. Un rapport transmis à la Commission européenne réclame l'ouverture immédiate de négociations avec la Russie pour retrouver l'accès aux corridors aériens.
Mais sur la scène politique, le dialogue est au point mort. Moscou campe sur sa position. Pas de vols européens au-dessus de la Russie tant que les sanctions ne sont pas levées. La Russie insiste sur le fait que son espace aérien reste bien ouvert à des dizaines de pays et que l'absence de compagnies européennes ne pose aucun problème à son écosystème aéronautique. Au contraire, les aéroports russes comme Sheremetyevo, Domodedovo ou Pulkovo voient leur trafic international croître, notamment grâce aux compagnies chinoises, turques, émiraties ou qataries. Ce sont ces hubs d'Istanbul, Dubaï, Doha, Pékin, Shanghai ou Canton qui raflent désormais la mise. Le trafic passager entre l'Europe et l'Asie se détourne massivement. Moins 40% de volume pour les plateformes européennes, plus 28% pour les compagnies du Golfe, des hausses spectaculaires pour les transporteurs asiatiques. Francfort, Paris, Londres perdent leur statut de carrefour mondial. Et ce n'est pas qu'une question de prestige. Derrière, ce sont des milliards d'euros de recettes qui s'évaporent, des emplois menacés, tout un modèle économique fragilisé. Ironie du sort, l'Europe, qui croyait prendre l'avantage en isolant la Russie, se retrouve à subir l'essentiel des pertes. Les compagnies européennes ferment des lignes, réduisent leurs fréquences, envisagent des plans sociaux. En Allemagne, le premier groupe aérien du pays annonce qu'il pourrait devoir supprimer jusqu'à 15 000 postes. En France, Air France-KLM s'apprête à couper des routes déficitaires. Les syndicats menacent déjà de se mettre en grève. Au Royaume-Uni, le Parlement s'alarme publiquement de la marginalisation de toute une industrie. En fermant le ciel russe, l'Europe a involontairement déclenché une onde de choc qui menace son rôle central dans l'aviation mondiale. Mais concrètement, quelles conséquences pour le business, l'économie et la société européenne? Des milliards partis en fumée, des hubs désertés, des emplois menacés. Le bilan est bien plus lourd que prévu. Regardons froidement les faits. En à peine 2 ans, plus de 4 milliards d'euros se sont évaporés rien qu'en surcoût carburant pour les compagnies aériennes européennes. Pourquoi? Parce qu'interdire le survol du territoire russe oblige à contourner la Sibérie, rallongeant les trajets entre l'Europe et l'Asie parfois de plusieurs heures. Résultat, plus de kérosène brûlé, plus de dépenses et des billets plus chers pour nous, les voyageurs. Mais ce n'est qu'un début. Pendant que les avions européens dessinent des détours interminables, d'autres compagnies, elles, prospèrent. Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways, China Eastern. Tous ces transporteurs, qui n'ont pas à éviter le ciel russe, voient leur trafic exploser sur les liaisons Europe-Asie. Istanbul, Dubaï, Doha, Pékin deviennent les nouveaux carrefours mondiaux, siphonnant des millions de passagers qui, hier encore, transitaient par Francfort, Londres ou Paris. Le hub d'Istanbul, par exemple, est désormais l'une des principales portes d'entrée vers l'Asie, une position que les hubs traditionnels européens détenaient depuis des décennies. Et ce glissement n'est pas qu'un jeu de chiffres. Ce sont des emplois, des investissements et tout un écosystème qui bascule. Lufthansa, géant allemand, craint jusqu'à 15 000 suppressions de postes. En France, Air France réduit déjà son réseau long courrier. Les syndicats commencent à brandir la menace de grève massive. Ce sont autant de familles, de sous-traitants, de PME, de la maintenance aéronautique, de constructeurs, qui vivent dans l'incertitude. L'aéroport de Roissy, autrefois géant européen du transit, voit son trafic international stagner, alors que Dubaï ou Pékin poursuivent leur ascension fulgurante. Ce n'est pas tout. La perte de compétitivité est telle que la part de marché des transporteurs européens s'effondre. De grands investisseurs, jadis attirés par la stabilité et le rayonnement du secteur aérien européen, retirent leurs billes. L'Europe devient, c'est nouveau, un marché jugé à haut risque pour l'aviation. Les PME du secteur, qui fournissaient des pièces, des services, des solutions technologiques, souffrent de la baisse des commandes et du rétrécissement du marché. Même les grands avionneurs, Airbus en tête, enregistrent un ralentissement inquiétant de certains segments, notamment sur les avions adaptés aux longs courriers intercontinentaux. Et au-delà des chiffres, ce sont nos habitudes, notre mobilité, notre pouvoir d'achat qui sont touchés. Les billets d'avion vers l'Asie
ont augmenté de 30 à 50% sur certains axes. De nombreux Français renoncent à partir en vacances en Asie. Les familles ne peuvent plus se permettre de rendre visite à des proches à l'autre bout du monde. Les étudiants et chercheurs qui participaient à des échanges internationaux voient leurs déplacements devenir plus chers, plus compliqués, plus longs. L'Europe, jadis hub mondial de la connaissance et du commerce, se referme peu à peu, perdant en influence et en attractivité. Dans ce contexte, les compagnies européennes tirent la sonnette d'alarme. Des voix s'élèvent pour réclamer en urgence l'ouverture de négociations avec la Russie, afin de desserrer l'étau. Mais à Bruxelles, les débats sont tendus. Beaucoup estiment qu'il faudrait un geste politique avant d'envisager une réouverture de l'espace aérien russe. Pendant ce temps, la Russie, loin d'être isolée, adapte et modernise ses infrastructures aéroportuaires, développe de nouveaux terminaux internationaux et s'ouvre davantage vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Les compagnies russes explorent même de nouveaux itinéraires, comme les routes polaires vers la Chine ou le Japon, consolidant ainsi leur ancrage dans la géopolitique mondiale de l'aviation. Le plus inquiétant, c'est que cette crise ne produit pas seulement des pertes immédiates. Elle installe un cercle vicieux, la fuite des talents, des capitaux et la destruction progressive des chaînes de valeur aéronautiques européennes. Les jeunes ingénieurs, les pilotes, les experts du secteur partent vers l'Asie ou le Moyen-Orient, où les opportunités fleurissent. Les centres de décision, de recherche, de formation migrent peu à peu sous d'autres latitudes. L'Europe, jadis centre névralgique de l'aviation mondiale, se retrouve exclue de sa propre sphère d'influence. Un basculement historique qui risque de nous priver, à long terme, de mobilité, d'emploi, de pouvoir d'achat. Loin d'être temporaire, cette crise bouleverse durablement les équilibres mondiaux du transport aérien. Et si ce divorce aérien actait le déclin de l'Europe dans le ciel mondial? Car ce qui ressemblait, au départ, à une crise provisoire devient peu à peu un basculement irréversible, et les conséquences pourraient façonner l'avenir du continent pour des décennies. Regardons de près ce qui se profile pour l'aviation européenne. D'abord, il faut reconnaître que la redistribution des flux passagers est déjà bien engagée. Les grandes routes reliant l'Europe à l'Asie, jadis dominées par les compagnies du vieux continent, échappent désormais à leur contrôle. Les voyageurs, contraints par la fermeture de l'espace aérien russe, se tournent massivement vers les hubs du Moyen-Orient et d'Asie. Istanbul, Dubaï, Doha, mais aussi Pékin, Shanghai ou encore Delhi, deviennent les nouvelles plaques tournantes du trafic mondial. En coulisses, cela signifie que les investissements en infrastructures migrent aussi. Les aéroports asiatiques et moyen-orientaux voient affluer les capitaux, modernisent, s'agrandissent, pendant que les hubs européens, Paris, Francfort, Amsterdam, perdent chaque mois un peu plus de leur statut de carrefour mondial. Pour les compagnies européennes, le risque est immense. Reprendre les parts de marché perdues semble, à ce stade, quasiment mission impossible. Les transporteurs asiatiques et du Golfe, profitant de corridors aériens plus courts et plus économiques, alignent des offres imbattables, tant sur les prix que sur la qualité du service. Conséquence directe, des milliers de pilotes, d'ingénieurs ou de techniciens, voyant l'avenir s'assombrir en Europe, sont déjà tentés par l'exil vers des régions en pleine croissance. Cette fuite des talents affaiblit encore plus la capacité du secteur européen à rebondir. La modernisation technique, elle aussi, est ralentie. Alors que l'innovation aurait pu être la planche de salut de l'industrie européenne, la priorité est aujourd'hui à la survie, aux coupes budgétaires, à l'attentisme. Les grands projets d'avions nouveaux, les investissements dans l'aviation verte ou dans la digitalisation du secteur passent au second plan. À long terme, cela creuse l'écart avec les concurrents asiatiques et moyen-orientaux, qui continuent d'innover à marche forcée. Mais la crise n'est pas seulement économique ou technologique. Elle est aussi politique. L'Europe perd son poids dans la régulation internationale. Ne plus contrôler les routes principales, voir ses compagnies reculer, c'est aussi perdre sa voix dans les grandes instances mondiales de l'aviation. À terme, ce sont d'autres pays qui dicteront les règles du jeu. Et pour nous tous, passagers, les effets se font déjà sentir. Hausse durable du prix des billets,
moins de liaisons directes, moins de choix, et des compagnies européennes qui peinent à rivaliser. La mobilité, jadis si fluide à travers l'Europe et au-delà, devient plus complexe, plus chère, moins attractive. Aller à une conférence à Tokyo, faire un stage à Pékin, voyager pour affaires ou pour voir de la famille à l'autre bout du monde, tout devient plus long, plus cher, plus incertain. Le risque, au fond, c'est un déclassement structurel de l'économie européenne. Des emplois disparaissent, des centres de décision quittent le continent et le pouvoir d'achat s'érode, car les hausses de prix et la baisse de l'offre ne se limitent pas à l'aérien. Elles se répercutent sur le tourisme, le commerce, les échanges universitaires, les relations d'affaires. Même l'influence géopolitique de l'Europe est menacée, car l'aviation n'est pas qu'un secteur. C'est une clé de la souveraineté, de la connectivité, de l'attractivité. Au final, sommes-nous condamnés à assister, impuissants, à cette chute? Ou bien des solutions existent-elles pour inverser la tendance? C'est la question qu'on va se poser dans la suite de la vidéo. L'histoire offre-t-elle un espoir de réconciliation? Ou faudra-t-il inventer un nouveau modèle de coopération pour sortir l'aviation européenne de cette impasse? Aujourd'hui, les débats se multiplient, mais aucune solution miracle ne se dessine à l'horizon. Plusieurs scénarios circulent. Une levée complète des restrictions, la mise en place de couloirs de transit très contrôlés, des accords bilatéraux ponctuels, ou encore l'intervention d'organismes internationaux pour relancer le dialogue. Pourtant, sur le terrain, chaque camp campe fermement sur ses positions. L'Union européenne ne veut pas revenir sur ses sanctions sans contrepartie, tandis que la Russie ne consent à aucune ouverture tant que le bras de fer diplomatique continue. Résultat, les pertes économiques s'accumulent côté européen. Les compagnies aériennes et les aéroports tirent à la sonnette d'alarme et la pression sociale monte. Les syndicats du secteur menacent de grève, les salariés redoutent les licenciements et les voyageurs en ont assez de voir les prix grimper et la qualité de service baisser. Face à cette impasse, il devient urgent de tirer les leçons de la crise. D'abord, la stratégie de sanctions, censée isoler la Russie, s'est retournée contre l'aviation européenne, qui voit ses parts de marché fondre au profit de transporteurs asiatiques et du Golfe. Les hubs de Dubaï, Doha ou Istanbul enregistrent des records de fréquentation, pendant que les escales européennes peinent à remplir leurs terminaux. La géographie, qui a longtemps été l'un des plus grands atouts de l'Europe, risque de se transformer en handicap si rien ne change. Les flux de passagers, une fois déplacés vers d'autres régions, ne reviendront pas de sitôt. Les investissements partent renforcer des infrastructures en Asie et au Moyen-Orient, tandis que de grands projets européens sont repoussés ou annulés. Même les talents du secteur, pilotes, ingénieurs et cadres, sont de plus en plus attirés par de meilleures opportunités ailleurs. Dans ce contexte, la coopération internationale apparaît comme la voie la plus pragmatique et la plus viable à long terme. L'exemple de cette crise montre à quel point l'aviation, par nature, ne peut s'accommoder de frontières fermées et d'intérêts purement nationaux. L'opinion publique européenne commence d'ailleurs à se mobiliser. De plus en plus de voix réclament un réexamen de la politique aérienne, pour replacer l'intérêt des citoyens et des entreprises au cœur des décisions. Les professionnels du secteur, eux, insistent sur la nécessité d'un équilibre entre la stratégie politique et les réalités économiques. Refuser toute négociation, c'est condamner l'Europe à voir son pouvoir d'influence et d'innovation s'éroder, pendant que d'autres régions du monde s'emparent des leviers de la croissance et des emplois. Reste alors à imaginer des solutions concrètes. Rediscuter des couloirs aériens limités, autoriser progressivement certains vols de transit, ou initier une médiation pilotée par une organisation internationale comme l'OACI pourrait permettre de desserrer l'étau. Mais sans inflexion rapide, la marginalisation de l'Europe dans le transport aérien mondial risque de devenir irréversible, avec à la clé une perte de mobilité, une hausse durable des prix des billets et, surtout, une baisse du pouvoir d'achat pour des millions de citoyens. L'urgence est donc à la réflexion collective et au dialogue, car l'isolement n'a jamais été une solution durable, surtout dans un secteur aussi mondialisé que l'aviation. Alors, que peut faire chacun à son niveau, et où se situent aujourd'hui les principaux leviers d'action? L'avenir se joue maintenant, et le choix appartient aux décideurs,
mais aussi à chacun de nous. Face à la fermeture mutuelle des espaces aériens, l'Europe se trouve à la croisée des chemins. Cette crise, qu'on aurait pu croire passagère, s'installe et menace de redéfinir durablement le paysage aérien mondial. Aujourd'hui, rester passif, c'est accepter la disparition progressive d'un secteur stratégique, la perte d'opportunités, d'emplois et, au fond, la marginalisation de toute une génération d'Européens sur la scène internationale. On parle ici de bien plus que de billets d'avion plus chers ou de temps de trajet rallongés. Il s'agit du rôle même de l'Europe dans le monde, de sa capacité à connecter ses citoyens, ses entreprises et ses idées au reste du globe. Refuser le dialogue et s'enfermer dans des postures rigides, c'est laisser d'autres acteurs, compagnies du Golfe ou d'Asie, occuper la place laissée vacante. Chaque jour qui passe, les passagers s'habituent à de nouveaux itinéraires, les flux commerciaux se détournent et des hubs autrefois incontournables perdent de leur influence. Le capital humain, les savoir-faire, les emplois liés à l'aviation glissent peu à peu vers d'autres régions. Mais il n'est pas trop tard. L'histoire montre que la coopération, même après des périodes de tension, reste possible. L'aviation, par essence, efface les frontières et dépend de la confiance entre pays. La crise actuelle nous rappelle combien l'économie, la politique et le quotidien de millions de personnes sont imbriqués. Laisser l'émotion et la confrontation guider les décisions, c'est risquer de sacrifier des décennies de construction européenne au profit de la seule logique du repli. Chacun peut agir, en s'informant, en interpellant ses élus, en défendant une vision de l'Europe ouverte et compétitive. Car les choix faits aujourd'hui façonneront notre mobilité, notre pouvoir d'achat et notre place dans le monde pour les décennies à venir. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous souhaitez continuer à comprendre les enjeux de l'aviation et à anticiper ces évolutions, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Ensemble, restons vigilants et engagés. À très bientôt pour un nouveau décryptage.